Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au CITREP numéro 151 déjà. Nous sommes le 3 août et dans 10 jours nous allons fêter les 3 ans. 3 ans de CITREP. Voilà, ouais. de CITREP, pendant lesquels tu te rappelles, hein, c'était il y a 3 ans, presque 3 ans, le tout premier CITREP, hésitant, mais déjà très utile, parce qu'il nous donnait ce que nous n'avions pas hein, dans les médias français en général ici à ce moment-là, et que nous n'avons toujours pas quelque part, hein, puisque rien ne s'est... Ah ouais, ça s'est pas arrangé dans les médias, surtout français, enfin francophones de manière générale. Oui, c'est clair qu'en 3 ans, on a quand même beaucoup amélioré la formule. On a vraiment mis au point. Si les gens veulent voir certains points abordés lors du CITREP de la semaine prochaine pour les 3 ans, mettez-les en commentaire sous la vidéo. Et on verra si j'ai les informations disponibles pour faire pas une FAQ, mais presque quoi. Hein. Donc voilà, si vous avez des points particuliers que vous voudriez voir abordés, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, du point de vue bilan, c'est quand même un peu mieux. Oui, sensiblement mieux quand même. Enfin bon, voilà. C'est jamais extraordinaire, voilà. Ça c'est clair. Hein. Le nombre de bombardements a fortement chuté, puisque du 27 juillet au 2 août 2019, l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en RPD à 23 reprises, hein, donc ça s'est quand même bien cassé la gueule, durant lesquelles elle a tiré quand même 20 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est quand même à bien moins que la semaine passée, mais enfin il devrait même pas être là, hein, puisque je rappelle qu'on a un nouveau cessez-le-feu hein, qui est actif. Absolument. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, mais toujours supérieur à 12,7 mm, on arrive à un total de 61 munitions. Donc là aussi, on a bien moins que la semaine passée. On a divisé par 10. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux. On voit que vraiment, le cessez-le-feu a apporté une amélioration. Combien de temps ça va durer ? Oui. Ça, c'est une autre histoire. Je vais en reparler un petit peu après à propos de certains délires que j'ai vus. Une analyse qui a été faite, qui a été traduite en français par le Seeker francophone. J'ai même pas compris pourquoi ils l'ont traduit. L'analyse d'un espèce de pseudo-expert là qui nous sort que en gros la paix dans le Donbass n'a jamais été aussi proche et que en gros si la Russie distribue des passeports russes aux habitants du Donbass, c'est pour faciliter leur exfiltration le jour où on réintégrera l'Ukraine. Oui. Mais il me semble bien avoir vu ce titre effectivement. Et de ne pas avoir eu envie de le lire, tellement ça me paraissait extravagant. Oui, non, mais j'ai lu l'article en diagonale, mais je me suis vite arrêté. Hein. Quand j'ai vu le niveau, je comprends même pas que le Seeker ait traduit ça en français, parce que c'est une ânerie sans nom. Parce que dans son truc, en gros, il part du prérequis que Zelensky décide de sa politique. Ah oui, non, là c'est pas possible, ça c'est clair. Non, c'est une marionnette, je veux dire. Croire que maintenant qu'il a une majorité au Parlement, les choses vont grandement s'améliorer, c'est du débilisme. Il n'y aura pas de réintégration pour une simple raison, c'est que aussi bien lui que l'un de ses conseillers ont clairement dit que, il n'y aura pas de loi d'amnistie. Oui. Or, ça fait partie des accords de Minsk. Et 2, il n'y aura pas de statut spécial pour le Donbass. Or, ça fait aussi partie des accords de Minsk. Sans ces 2 points-là, la réintégration du Donbass au sein de l'Ukraine, vous pouvez vous en faire une jolie petite papillote, foutre un petit peu de vaseline autour et vous la mettre, voilà. Dans l'océan, bien sûr. Voilà. Hein, je veux dire, c'est ridicule. Donc là, l'analyse de ce mec-là, tu comprends pas bien, tu vois, ça fleure un peu bon la 5e colonne russe. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre et je comprends pas que le Seeker francophone ait traduit ce torchon, sincèrement. Bref. Durant les dernières 24 heures, il y a eu 5 violations de plus, 22 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes. Bon, bilan humain, c'est à la fois mieux et moins bien. Puisque bon, on n'a pas eu de civils touchés, mais par contre, les soldats, les RPD, ils ont morflé, puisqu'on en a eu 1 qui est mort et 7 qui ont été blessés. Ah oui. Le bilan humain en proportion n'est pas top. Ouais. Non, pas top quand même. Si on fait le bilan pour le mois de juillet, on a eu 20 morts au total, 17 soldats et 3 civils. Et depuis le début de l'année, on en est à 116 morts, dont 108 soldats. Et 150 blessés, donc 44 civils rien qu'en RPD. Hein. J'ai même pas compté en RPL. Sur un RPL, c'est un peu plus dur d'avoir les chiffres. Côté ukrainien, ils ont eu 3 soldats qui ont été blessés le 2 août. Ils ont encore tenté une Zabrodsky. Ouais, ils ont marché sur leur propre mine, vers le sud. Ils ont essayé d'approcher des positions des RPD. Et puis, comme ils font pas de carte de leur champ de mine, ils ont marché dedans. Forcément. Alors, on rappelle, hein, la Zabrodsky, c'est une opération suicidaire. Hein.
Voilà. Du nom du général qui a initié ce genre de débilité suicidaire, évidemment. C'est ça. Non, il faut arrêter d'envoyer vos gars. Enfin, je veux dire, ça devient... bref. En tout cas, cette semaine, l'OSCE n'a de nouveau pas pu faire son travail d'inspection de la zone près de la ligne de contact. De nouveau, l'armée ukrainienne brouille les signaux des drones, leur tire dessus, etc. etc. Cette fois-ci, c'est principalement face à Gorlovka et dans la zone de Mariupol. Donc, voilà. Et parmi les 7 soldats de l'RPD qui ont été blessés cette semaine, 3 l'ont été le 1er août, près du point de passage d'Octobre. Donc c'est dans le sud de l'RPD, c'est un petit peu au nord de Kominternovo. Bon, je pense que la technique va te rappeler quelque chose. Oui. Puisque donc le 1er août à 14h05, un drone ukrainien a largué 3 engins explosifs sur les positions de la milice populaire de la RPD, blessant 3 soldats à divers degrés de gravité. Le drone a été abattu alors qu'il repartait vers les positions ukrainiennes et l'inspection du drone a révélé l'installation d'emplacements dédiés pour des engins explosifs. Alors j'ai pas de photo, je suis désolée, parce que le site de la milice populaire de la RPD a un petit problème d'affichage des images et donc j'ai pas pu récupérer l'image du drone. Mais donc voilà. Donc on continue dans les techniques à la Daesh. Voilà. À la Daesh, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc oui, ils violent moins le cessez-le-feu, mais enfin en même temps, c'est comme avec Irina et les mines antipersonnelles installées dans son jardin. Ouais. Ils trouvent toujours un moyen pour continuer à tuer des gens. Ou les blesser dans ce cas-là. Truc un petit peu plus positif, la distribution des passeports russes aux habitants de l'RPD et de l'RPL continue à plein régime et accélère, même puisqu'on en est déjà à plus de 8500 personnes qui ont reçu leur passeport, 30 000 ont déjà rempli leur demande qui est en cours d'examen. Et en RPD, on a plus de 14 000 personnes qui sont inscrites pour un rendez-vous avec le service de migration pour déposer leurs documents. La procédure va crescendo puisque rien que du 24 au 30 juillet, 1523 citoyens de l'RPD ont reçu leur passeport russe. Donc, les premiers, ils étaient quelques dizaines. Là, maintenant, en une semaine, c'est plus de 1500 rien que pour les RPD. Donc, vous comptez qu'il y a aussi les RPL. Et pour suivre le rythme, la Russie va ouvrir des centres supplémentaires dans la région de Rostov. On avait un centre dont j'avais parlé au tout départ. On est déjà passé à 4, là, fin juillet. Parce qu'ils étaient déjà passés à 2. Après, ils en ont ouvert 2 de plus au mois de juillet. Et 4 autres devraient être ouverts d'ici l'automne. Ouais, ça en dit long sur le succès de la mesure. Voilà. Si c'était réellement pour évacuer les gens qui auront le passeport, je vous raconte pas la gueule de l'évacuation. Ah oui, ça s'appelle une épuration ethnique. Je veux dire, c'est ça ni plus ni moins que propose cette espèce de gugus dont j'ai oublié le nom. Très sincèrement, j'ai pas trop envie de retenir le nom de quelqu'un qui me pond une bêtise pareille. Concernant, on va dire, l'international, les choses se précisent pour le gazoduc Nord Stream 2. Ah oui. Puisque le PDG de la société autrichienne OMV, Rainer Seele, lors d'une conférence de presse le 31 juillet, a annoncé que le gaz commencera à circuler dans le gazoduc avant le 31 décembre 2019 à minuit. Pour ceux de nos auditeurs qui n'avaient pas tout suivi, je rappelle qu'en mars 2019, Naftogaz, donc la compagnie de gaz ukrainienne, s'était trop vite réjoui d'un retard potentiel de la mise en service de Nord Stream 2. Bon, maintenant qu'on en est quand même à 71% des tubes du gazoduc qui sont posés au fond de la mer Baltique, on a une vue un petit peu plus claire sur la date de finalisation, forcément. Et si le Danemark tarde toujours à fournir un permis de construire pour le passage dans ses eaux territoriales, je rappelle que la Russie avait prévu une route de contournement parce qu'ils s'attendaient à avoir des problèmes avec les Danois. Et donc Rainer Seele a expliqué que ce contournement ne rallongerait la longueur du pipeline que de 34 km. Et en gros, ça provoquera pas plus d'un retard d'une semaine. Oui. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non. Et là, il n'y a pas de raison pour Naftogaz de sortir le champagne. Et il semble d'ailleurs que Kiev est en train de se rendre compte que le combat est perdu. Si on regarde quelques nouvelles qui sont tombées récemment, la première, c'est que l'Ukraine est en train de remplir au maximum ses installations de stockage souterraines pour faire face à la possibilité de devoir passer l'hiver sans transit de gaz russe, puisque je rappelle que contrairement à ce qu'ils racontent depuis le Maïdan, l'Ukraine n'est pas miraculeusement devenue indépendante du gaz russe. Elle se fait refourguer du gaz russe par flux inversé depuis les pays voisins. Donc c'est le même gaz que celui qui passe dans ses tuyaux, c'est juste qu'il a fait un petit aller-retour par la frontière, quoi. Tu vois, et résultat, il grimpe à peu près de $100. Les 1000 mètres cubes. Les 1000 mètres cubes. Ça fait cher, hein. Oui.
Bref. Et donc, là, ils sont en train de pomper tout ça au maximum pour remplir ces installations souterraines, ces trucs de stockage. La préparation a été annoncée par rien moins que le représentant du président ukrainien auprès du cabinet des ministres, Andrei Guérous. D'après Ukrtransgaz, les installations de stockage souterrain du pays sont déjà actuellement remplies à 50% de leur capacité, soit 15,5 milliards de mètres cubes, en sachant que pour passer l'hiver sans transit de gaz russe, l'Ukraine a besoin de 20 milliards de mètres cubes. Moi, j'ai hâte de voir une fois qu'ils auront épuisé le truc. Oui. Ça promet d'être intéressant. L'autre nouvelle qui montre bien que l'Ukraine est consciente qu'elle va perdre énormément, je rappelle quand même que le transit du gaz lui rapporte environ 3 milliards de dollars par an, c'est la énième procédure judiciaire lancée par Naftogaz contre la Russie, pour essayer encore une fois de lui extorquer de l'argent. Cette fois-ci, la compagnie ukrainienne réclame 5,2 milliards de dollars devant le tribunal d'arbitrage de La Haye pour indemniser les pertes causées par l'expropriation de ses actifs en Crimée. Alors déjà, Cocotte, c'est pas toi qui les as construits, c'est les soviétiques, c'est l'URSS. T'as pas déboursé un bal pour construire ce truc-là. Et dans l'Union soviétique, il y avait un gros morceau qui s'appelait la Russie. Voilà, donc je veux dire, ça me fait un peu halluciner. Je rappelle quand même qu'ils avaient déjà essayé d'extorquer 2,6 milliards à Gazprom, mais ils ont échoué lamentablement. Donc là, Naftogaz essaie de nouveau de se refaire une petite santé financière sur le dos de Moscou. Sauf que petit problème, la Cour ne devrait pas statuer avant fin 2020. Eh bien, oui. Ils sont pas sortis des ronces. Et que de toute façon, la Russie considère que ce tribunal arbitral de La Haye n'est pas compétent pour régler le litige et que donc, en gros, ils ont dit on en a rien à foutre. Ouais, à force, c'est logique, parce que... ça suffit les jugements bidons, Je veux dire, ça va bien. Je veux dire, si l'Ukraine se retrouve dans cette situation de merde, c'est avant tout de sa faute quand même. Je veux dire, Naftogaz et le gouvernement ukrainien auraient dû y réfléchir avant d'intenter procès sur procès à Gazprom pour essayer de renflouer la compagnie ukrainienne déficitaire sur le dos de son homologue russe. Je veux dire, à force de faire des procès sur procès et d'obtenir des indemnités qui sont complètement indues, je veux dire, l'Ukraine a rendu le contrat de transit gazier qu'elle a avec la Russie complètement déficitaire. C'est pas rentable du tout pour la Russie. Je veux dire, quand tu fais ça, je veux dire, tu sabordes l'attractivité de ton réseau de gazoducs. Je veux dire, c'est un peu... il n'y a plus personne qui a envie de passer par toi. Je veux dire, quand tu sais que tu vas faire un contrat avec la personne, il va te foutre procès sur procès pour essayer de t'extorquer du pognon façon mafia. Oui. Ouais. T'as pas envie de faire du business avec des gens comme ça? Non, de les fuir, oui. Voilà. Et maintenant qu'il y a 2 gazoducs, Nord Stream 2 et Turkish Stream, puisque je rappelle que Turkish Stream aussi avance très bien dans la mer Noire, ça va permettre à la Russie de contourner l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que Gazprom devrait continuer à utiliser la route ukrainienne, malgré les récriminations tant des Allemands, des Français que des Américains? Je veux dire, comme l'avait dit l'an passé le PDG de Gazprom, Alexei Miller, Gazprom, c'est pas une œuvre de charité, bordel. C'est une entreprise commerciale. Je veux dire, comme il l'a dit, Gazprom n'a pas vocation à payer les pots cassés de l'état désastreux de l'économie ukrainienne. Provoqué par... Vous faites de la merde avec votre économie, vous payez les pots cassés tout seul. Voilà. Et tout ça, c'est aussi de la faute des Occidentaux et en particulier des Américains. Bien sûr. Et alors, en plus, au vu de la vitesse à laquelle vont les négociations tripartites entre l'Union européenne, qui, je rappelle, normalement est destinataire de ce gaz qui transite via l'Ukraine et la Russie pour une éventuelle prolongation du contrat de transit, pour l'instant, moi, je vous le dis, Kiev, ils sont mal barres. Ils sont mal barres. Déjà, l'UE et la Russie sont pas du tout d'accord sur la base du truc. Parce que là, ils ont prévu de tenir une réunion tripartite le 16 septembre 2019. Et l'UE te dit, on va discuter un contrat de transit à 10 ans. Alors que la Russie a déjà dit plusieurs fois, le max qu'on vous donne, c'est un contrat d'1 an, et seulement s'il est rentable, c'est-à-dire avec des conditions modifiées par rapport au contrat existant, pour rendre ce dernier parfaitement rentable. D'accord? Après les multiples jugements russophobes, politiquement motivés, des cours d'arbitrage européennes comme celle de Stockholm, c'est bon, Moscou, chat échaudé, craint l'eau froide. Ouais. Ils n'ont plus envie de s'engager avec l'Ukraine, et surtout pas sur du long terme. Je dirais un contrat d'1 an, en gros, et c'est ce que plusieurs analystes ont dit, c'est juste le temps de laisser à Nord Stream 2 et Turkish Stream le temps d'être pleinement opérationnels, parce que oui, le premier gaz va transiter le 31 décembre, mais oui. Voilà, après il faut le temps que le gazoduc soit rodé, qu'il soit à pleine puissance. Le temps qu'il soit à pleine puissance, je veux dire, il va falloir encore quelques mois.
c'est le but de ce contrat d'1 an. C'est juste de laisser le temps de faire le rodage des 2 nouveaux gazoducs, et puis après on finit avec le transit de gaz via l'Ukraine. Voilà, puis si l'Ukraine ne veut pas cette option, Gazprom fera autrement pour satisfaire ses clients européens, quitte à envoyer du gaz liquéfié par bateau, le temps de roder les 2 gazoducs. Elle y perdra moins au change. Ouais, c'est clair. Qu'un contrat de 10 ans avec l'Ukraine. Enfin, je veux dire, ça c'est clair. Elle se met des menottes, hein. Sur 10 ans, elle se met des menottes, là. Tu te mets un nœud coulant autour du cou avec un contrat pareil. Ouais. L'autre point bloquant, c'est que la Russie n'est prête à garder le transit via l'Ukraine que si le contrat devient rentable, c'est-à-dire si les cours d'arbitrage reviennent sur leur jugement foireux. Ouais, donc, alors... Tant que les affaires judiciaires en cours entre Naftogaz et Gazprom ne sont pas réglées de manière normale, pas de nouveau contrat, ce qui est logique. Tu t'engages pas avec un partenaire qui t'a foutu des procès au cul de manière délirante. Je veux dire, c'est du harcèlement judiciaire. Hein. Or là, en lançant une nouvelle procédure contre la Russie pour ses actifs en Crimée, là, la Naftogaz se passe lui-même la corde au cou. Quoi. Enfin, je veux dire, ils viennent même de payer la corde pour se pendre. Enfin, je veux dire, là, ça devient ridicule. Puis là, comme je dis, là, Kiev se prépare à passer l'hiver sans gaz russe. Mais une fois que ses stocks seront épuisés au printemps, comment elle va couvrir ses besoins en gaz ? Parce que Turkish Stream et Nord Stream 2 vont pas desservir les pays voisins comme la Slovaquie qui lui fournissait le gaz. Donc ils vont faire comment ? Ils vont faire venir du gaz liquéfié américain qui coûte une fortune ? Mais ils n'auront jamais les moyens, ils sont déjà endettés comme c'est pas permis. Enfin, je veux dire, le nombre déjà de villes en Ukraine qui ont plus d'eau chaude parce qu'ils ont des dettes de gaz énormes, parce que les tarifs ont été multipliés par 8 ou par 10 en 5 ans. Enfin, je veux dire... là, vous allez assister à l'accélération exponentielle de la somalisation de l'Ukraine. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, les gens vont se retrouver sans chauffage, après sans eau chaude, avec des coupures d'électricité. Vous avez aimé le scénario à la vénézuélienne. Croyez-moi, c'est rien du tout. Ce que vous allez voir en Ukraine, ça va être la somalisation aux portes de l'Europe d'un pays. C'est extraordinaire. Et là, ce seront des vraies conséquences de mauvaise gestion et pas du tout d'une guerre... venus de l'extérieur avec des méthodes de blocus économique. C'est pour révolution colorée de chiottes. Voilà. Et là, en plus ça va aller dans ce sens-là, plus le pays va se somaliser, plus les risques d'éclatement vont venir. Hein. Là, je veux dire, j'ai lu des analystes, la question transcarpathienne, ça commence à devenir chaud. Hein. Là, le nombre de passeports hongrois qui ont été distribués en Ukraine, c'est énorme. Ah oui, carrément. C'est énorme. Il y a eu confirmation que tant la Roumanie que la Pologne font pareil. Ils sont déjà en train de lorgner sur les bouts de territoire qui les intéressent. Qui étaient les leurs à une époque. Hein, qui étaient les leurs à une époque. Hein, Donc vous comprenez, vu la situation, pourquoi l'Ukraine tente par tous les moyens, et ses petits patrons américains aussi, de s'aborder le projet Nord Stream 2 à coups de sanctions débiles. Enfin, l'extraterritorialité des lois américaines, ça sort d'où ? Ouais. Je veux dire, ce sont les derniers ressorts d'un géant en train de s'effondrer et qui utilise tous les artifices pour obtenir... Mais là, ça marche pas. Parce que là, malheureusement pour eux, l'Allemagne a bien plus besoin du gaz russe que de satisfaire les petits desiderata tant de Kiev que de Washington, puisque renonçant au nucléaire, l'Allemagne a besoin de gaz rapidement disponible et pas cher. Oui. Et ça, il n'y a que les gazoducs russes qui lui permettent d'avoir ça. Je veux dire, le gaz liquéfié américain qui met 3 semaines pour traverser l'Atlantique. Et puis, et puis en plus, il y a eu des problèmes avec le gaz américain, puisque ils ont eu un hiver particulièrement sévère. Je crois que c'était l'année dernière. Il a fallu qu'ils ont importé du gaz russe. Ça m'a fait beaucoup rigoler celle-là. Liquéfié, oui, du gaz russe liquéfié, oui, parce qu'ils avaient les stocks étaient trop bas, oui. Donc ça me fait rigoler. Je veux dire, les États-Unis ne sont pas en capacité de remplacer les Russes sur le marché européen. Vous n'avez ni la quantité ni la vitesse de disponibilité adéquate. Arrêtez d'essayer de s'aborder Nord Stream 2 et que les Européens se réveillent, et surtout la France, parce que Merkel joue plus ou moins bien son jeu, mais Macron, c'est en mode débile, quoi. Quand vous allez vous peler les miches parce que vous aurez plus de gaz, parce que vous allez compter sur le gaz américain qui pourra pas venir parce que les Américains auront un hiver un peu froid et qu'ils exporteront rien, vous allez faire quoi ? Il leur faudra 3 semaines pour qu'ils traversent l'Atlantique. Vous allez vous geler les meules, hein, moi je vous le dis. Hein. En tout cas,
on voit que la stratégie de patience de la Russie, qui a toujours gardé son calme et poussé constamment, doucement mais sûrement ces 2 projets de gazoduc, a été une bien meilleure tactique que les chantages et menaces de l'Ukraine et des États-Unis. Je rappelle une petite maxime de Jean de La Fontaine: patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il y a 2 pays qui auraient dû méditer cette maxime. Je dis ça comme ça, je dis rien. Voilà. À force de menacer tout le monde et de taper du pied et de faire comme... tu sais, les gamins survoltés dans les supermarchés qui hurlent parce que maman veut pas lui racheter une sucette. Oui. Au bout d'un moment, ça devient lassant quand même. Alors celui-là, j'avais hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev. Ah. Parce que c'est tellement délirant. On se demande, enfin, j'ai préféré finalement garder un truc sérieux. C'est que Kiev a annoncé vouloir lancer une chaîne télévisée en langue russe pour reconquérir les cœurs et les esprits des gens vivant dans le Donbass, en Crimée, mais aussi en Russie. En Russie. Ah, ça doute de rien. Non, ça doute de rien. Puis l'annonce, ça n'a pas été fait par n'importe qui, hein, ça a été fait quand même par Kirilo Timoshenko, chef adjoint de l'administration de Zelensky. Il a dit, je cite, « Il faut admettre que l'Ukraine a pratiquement perdu la guerre de l'information. » C'est bien. Il l'a presque reconnu, hein, c'est bien. Presque, on y est presque. Pour l'esprit des habitants des territoires occupés du Donbass et de la Crimée occupée, mais il y a encore une chance de renverser la situation. Nous avons développé l'option de lancer une chaîne ukrainienne en langue russe avec laquelle nous pourrons couvrir la population russophone dans le monde entier. Bien. Alors, sur le papier, ça a l'air joli, hein. Sauf que, bon, comme on en a l'habitude avec l'Ukraine, entre leurs petits plans sur la comète, on a un petit peu tendance à se fracasser bien vite sur la réalité. Oui. Alors, s'il y en a qui parlent français, parmi soit les gens à Kiev ou les gens qui les soutiennent et qui ont l'oreille des autorités ukrainiennes, est-ce que vous pourriez passer le message ? Vous pouvez créer même 25 chaînes de télévision en russe pour dire aux habitants du Donbass combien l'Ukraine c'est super, que la Russie c'est le mal et qu'il faut revenir en Ukraine après 50 bombardements et plus de 13 000 morts. Je suis désolée de devoir vous dire, mais votre petite propagande va se fracasser sur la colère légitime de la population que vous continuez d'ailleurs de bombarder et de tuer. Oui. Je veux dire, entre votre petite chaîne de propagande et puis la réalité qui est vécue par les gens, entre autres sur la ligne de front... Comment vous expliquer ? Ça n'a pas marché avec la Pravda soviétique. Vous croyez vraiment que ça va mieux marcher maintenant ? Surtout que c'est outrancier en plus. Hein. Et puis maintenant, il y a Internet. Je veux dire, on n'est plus à l'époque de la Pravda soviétique quand même. Hein. Maintenant, il y a Internet pour checker les informations. Bon, pareil pour les habitants de la Crimée. Hein. Je rappelle qu'ils ont pas été occupés, contrairement à ce que vous racontez. Hein. Ils ont pris leur décision de réintégrer la Russie. Après avoir vu ce que les nervis néo-nazis du gouvernement post-Maïdan ont fait tant au Berkout qu'aux gens qui sont allés manifester contre le Maïdan. Ouais. Et qu'en plus, quand ils ont vu le déclenchement de la guerre dans le Donbass, ils se sont dit qu'ils avaient bien eu raison de voter comme ils ont voté. Oui. Sinon, ça aurait certainement été aussi un autre carnage, hein, ça fait aucun doute. Ah oui, de toute façon, beaucoup de Criméens te le disent. Si on se rend compte, si on n'avait pas voté comme il faut, on aurait fini comme le Donbass. Parce que Washington était déterminé à récupérer Sébastopol. Hein. Ah, bah bien sûr. Bon, puis je passerai en plus sur le fait que je rappelle que les tarés ukrainiens leur ont quand même coupé la flotte. Oui, exact. Couper l'électricité en plein hiver en faisant péter les pylônes. Vous croyez vraiment qu'en sortant votre petite propagande sur une chaîne en russe, vous allez séduire ces gens-là? Comme disait Audiard, les cons, ça aussi, c'est même à ça qu'on les reconnaît, mais là, quand même. Ah, c'est de la pensée magique, hein. Mais c'est de la pensée magique, ouais. C'est du wishful thinking, comme du vœu pieux, comme on dit en français. C'est-à-dire, les mecs, ils prennent leur délirium tremens pour la réalité. Voilà. C'est magique. Sous anxiolytique puissant, sans doute, d'ailleurs. Oui, sous alcool. Puis bon, je rappelle quand même que ce qui a déclenché la sécession tant de la Crimée que du Donbass, ça a été le Maïdan, la glorification de Bandera et tous ses petits copains, là.
et de l'idéologie de tous ces tarés. Et puis la loi qui a retiré aux Russes son statut de langue régionale. Or, en 5 ans, l'Ukraine est allée encore plus loin pour éradiquer la langue russe. Je rappelle que maintenant, l'ukrainien est la seule langue d'enseignement de la vie politique, de la vie médiatique et même pour certaines professions. Pour être médecin, maintenant, il vous faut un niveau minimum en ukrainien. Alors, pour tous les débiles qui passent leur temps à me dire « Oui, mais c'est normal d'avoir une seule langue nationale. » Alors, allez dire aux Wallons qu'ils ne doivent plus parler qu'en flamand. Ou aux Suisses allemands qui ne doivent plus recevoir qu'un enseignement en français ou des chaînes TV en langue française. Il y a l'italien aussi d'ailleurs, mais bon. Oui. Je prends l'exemple des trucs les plus majeurs, les plus marquants. Parce que pour la Belgique, tu as aussi des germanophones. Moi, je vous promets un résultat, ça sera du Donbass bis. Enfin, je veux dire, les mecs vont pas se laisser faire, je te le dis tout de suite. J'ai vécu en Belgique. J'ai vécu en Belgique dans une zone francophone où les néerlandophones passaient leur temps à essayer de nous imposer le flamand. Je peux t'assurer que ça passait pas. D'accord ? Je signale que c'est pas une rareté. Il y a plusieurs pays dans le monde, comme la Belgique, la Suisse, le Canada, la Russie, qui est une fédération, où ils ont plusieurs langues officielles, soit à un niveau national, soit à un niveau régional ou local. Même en Chine, même en Chine avec le cantonais et le mandarin. Je rappelle que quand même dans la République autonome de Crimée, maintenant intégrée à la Fédération de Russie, il y a 3 langues officielles qui coexistent et qui sont utilisées comme langue d'enseignement dans les écoles. Le russe, l'ukrainien, le tatar. C'est 2 langues de plus qu'à l'époque où la péninsule était ukrainienne. La soi-disant discrimination des Tatars. Maintenant, ils peuvent recevoir un enseignement dans leur langue. Elle est où la discrimination ? Ils ont plus de droits maintenant que la Crimée russe, que quand ils étaient sous le joug ukrainien. Alors, faut arrêter les bêtises. Et c'est pas le seul endroit. Je veux dire, en Tchétchénie, il y a 2 langues officielles, le russe et le tchétchène. Au Bashkortostan, il y a le russe et le bashkir. En Adyguée, le russe et l'adiguéen. Et en Karacheyovo-Tcherkessie, on a même le russe, le kabard, le karachay-balkar, l'albaza et le nogaï comme langue officielle. Donc vous voyez, un pays, une langue, c'est pas forcément la norme. Je veux dire, même aux États-Unis, il y a des États qui acceptent l'espagnol. Oui, et puis il y a les langues amérindiennes aussi. Voilà. Donc voilà. Donc là, vos délires, espérez qu'avec ce genre de petit stratagème à la con, vous allez ramener au bercail la Crimée et le Donbass. Au choix, vous êtes vraiment des débiles. Ou alors, vous êtes complètement... Enfin, c'est même plus du cynisme, là. Là, vous êtes des fils de... Et encore, comme Poutine, j'ai plus de respect pour les péripatéticiennes que pour ces gens-là. Oui. Parce qu'elles ont plus de morale que ces gens-là. Parce que là, en gros, le message, c'est on va s'adresser à vous en russe pour vous dire combien l'Ukraine c'est génial et vous pousser à retourner dans un pays où la langue russe se limite à parler à la maison et à la liturgie religieuse. Oui, et encore que, je suis sûr qu'ils vont nous sortir un truc sur la liturgie. Non, mais c'est en l'état actuel. Oui, voilà. Alors, je sais bien que Kiev, vous avez tendance à prendre les russophones et puis même votre population de manière générale pour des cons. Mais j'ai le regret de vous annoncer qu'à part jeter l'argent du contribuable par les fenêtres, ça ne servira à rien. Et en plus, c'est pas un petit budget. J'ai vu passer des chiffres là dans des articles de médias ukrainiens où ils demandent où est-ce qu'ils vont trouver les 2 milliards de dollars pour ce projet. 2 milliards ? Ah bah ça, c'est de la provocation. Oui. À double sens, Muré. 2 milliards. Et il y a quelqu'un qui a dit, vous m'expliquez d'où vous allez sortir l'équivalent d'un quart du budget complet de la protection du pays, donc défense, police, garde frontière, si tu mets tout ensemble, ça fait 4 fois cette somme-là. Ils ont dit, vous nous expliquez d'où vous allez sortir 25% du budget complet de la protection du pays pour ça. Je disais d'ailleurs que c'était complètement inutile. Je veux dire, c'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'a dit le secrétaire du syndicat des journalistes ukrainiens, Timur Shafir, qui a dit que la décision de lancer une chaîne de télévision mondiale en langue russe pour gagner le cœur et les esprits des habitants de la Crimée et du Donbass est curieuse, étant donné les restrictions imposées à la langue russe en Ukraine. Il a d'ailleurs souligné que les contribuables ukrainiens feraient bien de se demander si un tel projet est approprié au vu de la situation économique du pays. Je me pose aussi la question. C'est rien de le dire.
Hein, alors, celle qui a été la plus grandiose, ça a été Maria Zakharova, un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui, comme à son habitude, nous a fait ça en mode... Pince sans rire. Hein. Elle est extraordinaire. Oui. Elle a sorti, je cite, sur son mur Facebook, c'est-à-dire que pour convaincre les gens qui défendent leur droit de parler russe en Ukraine qu'ils ont tort, Kiev va créer une chaîne en langue russe. C'est quelque chose qui mérite réflexion. Allouer des fonds pour couvrir le public russophone dans le monde entier, alors que le russe n'est autorisé dans le pays que pour la communication privée et les rituels religieux, conformément à la nouvelle loi linguistique. Ce qui se passe, c'est de la folie. Ça ressemble plus à une parabole biblique qu'à une situation de notre époque. Ah oui, c'est clair. Ouais. Voilà. Alors, bon, j'ai déjà dit que l'Ukraine post-Maïdan était bel et bien devenue un absurdistan, mais là, on en a encore une fois la preuve. Parce que là, le pays s'enfonce de plus en plus dans la folie et la bêtise pour le plus grand malheur de la population ukrainienne. Les citoyens ukrainiens ont bien plus besoin d'une vraie politique de relance économique du pays que de chaînes en langue russe à 2 milliards de dollars pour expliquer aux gens bombardés depuis 5 ans qu'ils devraient revenir dans ce magnifique pays qu'est l'Ukraine pour y être privés du droit de parler et de recevoir un enseignement dans leur langue natale. Ouais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et puis, on continue, Ukraine toujours. C'est aussi à la fois un peu sérieux et drôle. Vous vous souvenez de ces enquêtes qui avaient été lancées par Andrei Portnov contre Poroshenko il y a quelques mois en arrière? Et là, le Bureau national d'enquête ukrainien vient de passer la 5e, puisqu'ils en sont maintenant à 13 affaires pénales contre Poroshenko. Gris, voilà. Donc je rappelle que fin mai il y avait eu les premières affaires qui avaient été lancées, on en était à 4, là on est passé à 13 fin juillet, à mon avis c'est pas encore fini. La dernière affaire lancée concerne d'ailleurs non seulement Poroshenko mais aussi pas mal de ses alliés, puisque l'ancien président y est accusé d'avoir siphonné des milliards de grivnias en devises étrangères venant des fonds de la société de défense Ukroboronprom, envoyés vers des comptes offshore grâce à des contrats bidons. L'affaire concerne également l'ancienne chef de la Banque nationale ukrainienne, Valeria Gontareva, des fonctionnaires de la société publique de défense Ukroboronprom et de la banque publique Ukrimbank. Ils ont des noms, c'est horrible. C'est pas très vendeur vos noms de société, je vous le dis tout de suite, c'est imprononçable. Qui ont organisé tout ce petit monde des transferts de plusieurs millions de dollars en devises étrangères directement du Ukroboronprom vers des comptes offshore et d'autres pays en vertu de faux contrats pour leur propre profit, tout en étant conscient que cela nuit à la sécurité nationale et à la défense de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Portnov. C'est toujours lui qui... Il n'est pas le seul, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fourgué 2-3 infos au SBI ukrainien. Mais ça rejoint les trucs de Portnov, donc c'est lui le gros fournisseur d'informations du bureau d'enquête ukrainien. Pour Portnov, il y a de quoi envoyer Poroshenko et ses petits complices en prison pour un petit moment puis justifier la saisie de tous leurs biens. Et puis, comme je dis, Poroshenko n'est pas au bout de ses peines parce que c'est juste la dernière en date d'une liste qui s'allonge de semaine en semaine. Je rappelle quand même que Poroshenko est également soupçonné de haute trahison, d'abus de pouvoir, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de tentative d'usurpation du pouvoir judiciaire et de nomination illégale de ministres, pour ne citer que ces cas-là. Et abus de pouvoir, blanchiment d'argent, évasion fiscale, c'est pas un dossier. Il y a plusieurs dossiers sous ces chefs d'accusation. Donc c'est genre il a 3 accusations de blanchiment d'argent, 2 d'évasion fiscale. Enfin tu vois le truc quoi. C'est vraiment le truc vraiment bizarre. Alors ce qui est assez étrange, c'est que donc le 25 juillet il a eu son premier interrogatoire, soi-disant en tant que témoin. Il a prétendu à la sortie qu'il n'y avait pas d'affaire pénale contre lui, ce qui est un mensonge flagrant. Et truc très bizarre, c'est que 3 jours plus tard, il s'est envolé avec sa petite famille à l'étranger alors qu'il est convoqué de nouveau le 12 août. Vous le sentez venir, le fait qu'il ne va pas revenir? Il nous fait un sac à vis bis, hein. Je pense. Moi, je suis prête à ouvrir les paris, Je pense qu'il ne reviendra pas. Petite chose qui me fait penser à ça, c'est que le 25, à sa sortie de son interrogatoire par le SBI, j'ai bien SBI, c'est pas le SBU, sa voiture a quand même été prise d'assaut. Entre autres par un ancien volontaire, etc., qui s'en est pris à lui. Malgré ça, pour qui a pas demandé la protection d'État? Il veut pas avoir de témoin le jour où il va se carapater pour... forcément, s'il reste à l'étranger et qu'il revient pas, il en a pas besoin.
Hein, bah oui. Voilà. Parce que bon, malgré sa petite déclaration rassurante à la sortie de l'interrogatoire, il est quand même, semble-t-il, bien conscient de ce qu'il attend, puisque d'après le journal Vesti Ukraine, Poroshenko aurait demandé aux sociétés de lobbying américaines de l'aider à régler ce petit problème d'affaires pénales lancé contre lui. Ils ont suggéré qu'il pourrait faire appel au groupe BGR ou l'envoyé spécial américain, toujours actuel, pour l'Ukraine, Kurt Volker, est conseillé. Oh, comme c'est bizarre. Hein, en grand mot, les grands remèdes, même si ça ferait que le truc serait pas très très neutre, les petits liens de business qu'il y a entre Kurt Volker et Poroshenko. Mais bon, il semble que Poroshenko est bien conscient de la gravité des accusations portées contre lui, et je pense pas que Porky ait envie de finir ses jours en prison. Non, c'est même certain. Et vu que je pense pas que Washington va se mouiller pour protéger le cul de Porky, je vois qu'une seule solution pour lui, c'est la fuite. Ouais. Donc il nous ferait une Saakashvili bis, donc Saakashvili, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, ancien président géorgien en exil qui a fui son pays quand la justice a commencé à se pencher sur son cas. Un destin commun entre les deux ex-présidents qui semble s'expliquer par la nature même du phénomène qui les a menés au pouvoir, une révolution colorée. C'est en tout cas le point de vue du porte-parole de la Douma, Vyacheslav Volodine, qui a dit que le sort des présidents qui arrivent au pouvoir à la suite des révolutions de couleur est prédéterminé. Tous ceux sont arrivés au pouvoir avec un soutien extérieur et ont infligé des dommages irréparables à leur pays. Reste maintenant à attendre le 12 août, puis voir si Poroshenko aura le courage de revenir en Ukraine, comme Savchenko l'avait fait, ou s'il va nous faire une Saakavis 2, quoi. Moi, je pense qu'il va nous faire un remake de Saakavis, parce que... Ouais. Voilà, dans ce cas-là, il perd tout. Il perd ses usines, ses biens immobiliers, etc. Parce que tout ça sera saisi par la justice ukrainienne, faut pas se leurrer. Mais c'est ce que j'ai déjà dit depuis longtemps. Toute révolution porte en elle les germes de sa propre destruction. Et pour qui est en train de faire la mère des expériences. Pourtant, avec ce qui est arrivé à Saakavis, ça aurait dû lui servir d'exemple à pas suivre. Ah bah oui, mais il a cru que ça le concernait pas, sans doute. Ouais, voilà. Et il a oublié, au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Ouais. Et comme le dit le dicton, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Alors cours, Petya, cours. Oui, gru-gru. Oui. Vous mettrez une petite photo très rigolote que j'ai dégotée pour illustrer l'article. Il va lui falloir ça. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir courir très longtemps. Alors j'ai un pendant ce temps la quête qui est un petit peu long. Alors, suite à celui de la semaine dernière à propos du rayon vert, tu sais, des gardes-côtes russes, alors c'est rigolo parce qu'on doit avoir une communication télépathique avec les Russes parce que y a un représentant russe qui a dit bientôt l'Ukraine va nous accuser d'avoir des liens avec les extraterrestres. Ah bah voilà. Suite à cette affaire. Ah oui, voilà. Non, donc voilà, les grands esprits se rencontrent. Voilà. Donc je vous l'ai pas remise dedans parce que j'avais déjà fait le parallèle la semaine dernière, mais juste pour vous signaler que il y a un représentant russe qui en est venu à la même conclusion que moi. En même temps, c'était curieux comme ça. On voyait arriver le truc de loin. Et puis donc pendant ce temps-là à Kiev, il est un peu long, je suis désolée, mais là on a quand même... je sais bien que depuis le Maïdan, ils nous font un concours de conneries. Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'il y a pendant ce temps-là à Kiev, s'ils font un concours pour être dedans. Mais là on a eu droit à un truc, ça bat tous les records de stupidité. Tout a commencé le 27 juillet 2019 quand Maxime Kouchar, ancien rédacteur en chef de Forbes Ukraine quand même. De nouveau, c'est pas Joe le balayeur, c'est l'ancien rédacteur chef de Forbes Ukraine, qui a posté sur sa page Facebook le post suivant, je vous le traduis. Préparer d'urgence des troupes pour soutenir la démocratie en Russie. L'Ukraine devrait annoncer que le Conseil de sécurité ukrainien est prêt à soutenir un gouvernement démocratique transitoire de confiance nationale en Russie. Il sera créé avant des élections anticipées de toutes les autorités et la lustration du régime des sbires de Poutine en Russie. Il est urgent de faire venir à la frontière certaines des meilleures brigades et de commencer à leur enseigner les lois de la Fédération de Russie afin qu'elles puissent assurer la protection de l'ordre public dans ces régions, ce qui sera demandé par le gouvernement de confiance nationale en Fédération de Russie. Et le Parlement ukrainien devrait se réunir maintenant et autoriser le commandant en chef suprême à envoyer des troupes en Russie pour soutenir le nouveau pouvoir démocratique. Nous devons également préparer toutes les troupes à soutenir les nouvelles autorités démocratiques en Russie, à tout le moins qu'aucune unité de Crimée, du Donbass ou de Rostov ne puisse être transférée à Moscou pour réprimer la révolution. Nous devrions être prêts à engager toutes les forces au combat après avoir organisé une ou plusieurs opérations offensives.
Oui, désolé, j'ai oublié de vous prévenir qu'il fallait aller à la pause toilette avant. Désolé si vous avez ruiné votre siège. C'est que tout le monde s'est foutu de sa gueule, quasiment. Il y en a pas mal sous son post Facebook qui lui ont demandé ce qu'il avait fumé et où était l'adresse de son dealer. Moi, je pense que Poroshenko, avant de partir définitivement du pays... Il a dû liquider ses stocks de chocolat magique. Exactement, c'est ce que j'y ai pensé. Je me suis dit là, c'est... Bon, non, parce que là, c'est délirant, là, quand même. Hein. Il y en a quand même un petit paquet qui ont rappelé que l'armée ukrainienne, c'est quand même une telle bande de lâches. Imaginez une seule seconde qu'ils puissent aller tenter d'aller affronter l'armée russe pour de vrai. C'est à se pisser de rire dessus. Déjà, ils font bosser les sangliers. La petite blague qui circule, qui est un journaliste qui interroge un soldat ukrainien qui dit « Pourquoi vous faites la guerre dans le Donbass ? Parce que l'armée russe est là. Mais alors pourquoi vous n'allez pas la faire en Crimée ? Parce que l'armée russe est réellement là-bas. » Hein ? Je le rappelle quand même, celle-là. Alors pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qui lui a appris à cette espèce de taré ? Il faut bien se rappeler que ce poste a eu lieu sur fond de manifestations illégales menées à Moscou par Navalny et tous les tarés qui le suivent, hein, pour essayer de forcer les autorités à enregistrer des candidats dits de l'opposition pour les élections municipales de Moscou, candidats qui ont été refusés par la commission électorale parce qu'ils ont fait signer les morts. Ouais. D'accord ? Parce qu'ils doivent amener un certain nombre de signatures pour montrer qu'en gros, ils ont quand même une chance d'obtenir assez de voix, tu vois, qu'on fasse pas des bulletins de vote de 15 km de long, simplement parce que Pierre-Paul ou Jacques a envie de se présenter. Bon, ils ont fait signer les morts. Ça, c'est de la fraude. Vous êtes éjecté. Hein, dans un pays normalement constitué, c'est normal. Hein, voilà, vous avez fait de la fraude, vous allez vous faire... Il n'y a qu'en France que les mecs, ils arrivent à faire voter les morts comme les Tibéri et puis pas se retrouver en tôle. Et il n'y a pas que. Oh là là là. Et pas que. Déjà ça, c'était assez hallucinant. Bien sûr, tous les médias occidentaux ont fait l'impasse sur ce petit fait-là. Le nombre de participants avait de quoi faire rire quand même. 3500 participants, dont 700 journalistes et blogueurs. Et sur le total, en plus, on avait 70% qui n'étaient même pas de Moscou, qui ont été amenés par bus pour remplir. Ah oui. 70% de ceux qui ont été arrêtés, ils n'étaient pas de Moscou. Donc en plus, c'est des gens qui ne sont même pas concernés par cette élection. 3500 participants, même en comptant les journalistes, donc même en comptant les journalistes, histoire de grossir un peu le trait. Je rappelle que Moscou, c'est 12 millions d'habitants. Une manif à 0,03% de la population de la capitale russe. Alors si vous croyez que vous allez arriver à faire une révolution avec ça... Je parle même pas des médias occidentaux avec Navalny, opposant numéro 1 à Poutine. Oui. Il fait 1% d'intention de vote. Dernier sondage Levada, 1%. Poutine est toujours à plus de 50%, il a 54% d'intention de vote ou un truc comme ça. C'est le Parti communiste qui est derrière. C'est le Parti communiste qui est le premier opposant à Poutine. Il faut arrêter la colle. Ce serait peut-être temps que les journalistes européens arrêtent de raconter n'importe quoi. En tout cas, certains comme ce Maxime Kouchar étaient persuadés que cette fois c'était bon, il y allait avoir un Maïdan en Russie, d'où son appel à soutenir un gouvernement démocratique transitoire, sûrement mené par Navalny, qui va avoir un petit peu de mal parce qu'il est retourné en tôle. Oui. Parce qu'appeler à manifester de manière illégale sans autorisation, parce que oui, en Russie, il faut déclarer tes manifestations. Si tu les déclares pas, elles sont illégales et c'est interdit. Voilà. Je veux dire... Ils ont déjà réussi à faire pas mal de manifestations autorisées, donc c'est pas un truc qui est interdit. À la Russie, c'est pas une dictature. Tu peux, mais il faut respecter les règles. Tu déclares ton truc, comme en France, tu déclares à la préfecture, et puis c'est tout. Voilà. Je veux dire, c'est rare que ça soit refusé. Généralement, ce qui se passe, c'est le parcours qui est changé pour éviter qu'ils foutent le bordel au niveau de la circulation automobile, etc. Parce que c'est déjà le bordel à Moscou pour circuler. Alors, on va peut-être pas en rajouter non plus. Bref. Il y a eu plusieurs commentaires. On a eu Mikhail Cheremet, député de la Douma, qui a qualifié cette proposition d'idée folle. Le sénateur de Crimée, Sergei Tsekov, a lui été plus loin. Il a dit que seule une personne complètement malade pouvait proposer d'envoyer des troupes ukrainiennes en Russie. Si certains préfèrent en rire, d'autres rient jaune, comme Nikolai Starikov, chef du mouvement patriote de la Grande Patrie. Il a dit derrière chaque proposition absurde et ridicule que nous entendons de Kiev se cache en fait la vision du monde, la façon de penser qui est imposée par la propagande ukrainienne à ses citoyens. Ils pensent vraiment que tôt ou tard la Russie s'effondrera et qu'ils entreront sur le territoire de notre pays comme une sorte de libérateur et peut-être même de destructeur. Ce n'est pas très drôle, je pense extrêmement affligeant et triste, parce qu'une partie de notre peuple, je considère que les Russes et les habitants de l'Ukraine sont un seul peuple, vit dans l'illusion attendant l'effondrement de la Russie. Il me semble que le rire n'est pas la meilleure émotion dans cette situation.
Kouchar, donc, dit n'importe quoi, bien sûr, mais s'il n'est pas le seul à le penser. Les dirigeants ukrainiens et les dirigeants de l'armée pensent de la même manière. Les membres des bataillons nationalistes rêvent qu'ils marcheront sur la place rouge. Le nombre de ces personnes est donc assez important. Et le plus triste, c'est que si la politique russophobe des autorités ukrainiennes se poursuit, une nouvelle génération de jeunes gens grandira et pensera de la même façon. Par conséquent, je propose de ne pas rire de ces absurdités évidentes, mais d'en tirer certaines conclusions. Sauf qu'en fait, ce que Starikov n'a pas compris, c'est que cette vision délirante des choses, ça vient des États-Unis. Ben oui. C'est tant les États-Unis que son petit dominion ukrainien se font des illusions sur l'état de la Russie. Ils prennent leurs fantasmes pour la réalité. Je rappelle les sanctions qui devaient mettre la Russie à genoux. Ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Ah bah non, surtout en agriculture. Ils ont beau agiter Navalny dans tous les sens, hein, et lui donner dans les médias occidentaux une importance qu'il n'a pas. La réalité, c'est les Russes ont assez goûté de la potion occidentale à l'époque Eltsine. Ah oui, c'est clair. Ah, c'était dans leur vacciné là. Ils sont vaccinés, ils n'ont pas envie de remettre le couvert. Si l'armée ukrainienne se lançait dans la proposition délirante de l'ex-rédacteur en chef de Forbes Ukraine, je vous dis, c'est pas jouer le balayeur. L'ex-rédacteur chef de Forbes Ukraine. Là, mes gars, vous allez voir la différence entre combattre la milice populaire ici et combattre l'armée russe pour de vrai. Parce que l'armée russe, je vous le dis tout net, hein, elle soutient pas Navalny. Hein. Donc l'armée russe, elle va pas laisser son pays être attaqué par l'armée ukrainienne sans réagir, et je peux vous assurer qu'elle laissera pas un Navalny prendre le pouvoir par la force. Hein. Je vous le dis tout de suite, le mec il va se faire descendre avant même de franchir la porte du Kremlin. Hein. Je veux dire, redescendez sur terre. Je rappelle quand même une phrase célèbre d'Alexandre Nevsky, qui était quand même un prince qui était, ce qui n'est pas encore la Russie, mais qui deviendra la Russie. Ceux qui viennent à nous l'épée à la main mourront par l'épée. Et puis allez prendre vos petites pilules roses avant de poster des conneries intersidérales sur Facebook, s'il vous plaît. Parce que là, ça suffit les bêtises. Ça suffit. À force que vous creusez, vous allez finir en Chine. Ça devient n'importe quoi. Donc voilà la situation. Pour l'instant, donc un calme relatif sur le plan militaire. On attend de voir un petit peu. Il y a eu des promesses de fait lors des négociations à Minsk qui ont eu lieu cette semaine, entre autres pour les réparations du pont de Stanitsa Luganskaya. Moi, j'attends de voir. Hein. Je suis comme Saint Thomas maintenant. Je crois que ce que je vois. Mais bon, on va voir. On a l'air quand même d'être parti quand même pour avoir au moins un espèce de statu quo avec un cessez-le-feu plus ou moins respecté. Mais bon, combien de temps ça va tenir ? Je pense que dès que l'Ukraine va commencer à plonger économiquement, entre autres avec la perte du transit de gaz russe, je pense que ça va repartir comme en 14. Je pense ils vont opter pour la guerre comme solution de diversion de masse, pendant que les responsables de cette gabegie iront rejoindre Poroshenko en exil pour éviter de finir pendu au bout d'une corde. Oui, voilà. Et donc, comme je dis à nos auditeurs en début de Citrep, si vous avez des points particuliers que vous voulez voir être abordés pour le prochain Citrep anniversaire, pour les 3 ans, mettez-les en commentaire sous la vidéo YouTube, et puis on regardera, et puis celles pour lesquelles je peux avoir des infos, on vous répondra la semaine prochaine. Voilà. Très bien. Écoute, merci pour ton Citrep, Christelle, puis je te souhaite une belle soirée, et je te dis à samedi prochain. À plus. Ciao. À plus. Ciao, ciao.